Nation arc-en-ciel. Il a prononcé son discours devant de milliers de Sud-Africains et de chefs d'État, dont le président Faure Eswazimana Gnassingbé. Les annonces du président sud-africain dans ce journal. Le bureau de l'Union internationale de la presse francophone section Togo est déjà sur le terrain pour sa mission, c'est de défendre les droits et libertés des journalistes. Comment les membres comptent travailler pour relever ce défi? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Et puis les militants et sympathisants du parti Unir Session à Flaougakli savent un peu plus sur les enjeux des élections municipales. Ils ont été entretenus sur le sujet ce samedi à Lomé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, sachez que le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, a pris part ce samedi à l'investiture de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Cérémonie qui s'est déroulée dans le grand stade de la capitale. Cyril Ramaphosa, 66 ans, a été reconduit pour 5 ans à la tête de l'Afrique du Sud à l'issue des élections législatives du 8 mai dernier. Son discours d'investiture était consensuel. Jazina Baga. Sud-Africain à l'unisson chante l'espoir d'un lendemain meilleur. Espoir incarné par son nouveau président élu, Cyril Matamela Ramaphosa. Dans ce grand stade de Pretoria, de nombreux chefs d'État et de gouvernement du continent étaient présents. Parmi eux, le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, venu partager avec le peuple sud-africain ce moment historique et surtout soutenir son frère et ami, le président Ramaphosa. Premier acte de cette grande cérémonie, la prestation de serment. Le président Matamela Ramaphosa jure, guidé par le président de la Cour constitutionnelle, de respecter la loi fondamentale de son pays en toutes circonstances et de toutes ses forces avec l'aide de Dieu selon la formule consacrée à cet effet. Pour l'acte 2, c'est la consécration de Ramaphosa, investi officiellement nouveau président de l'Afrique du Sud. Présentation du drapeau, 21 coups de salve, hymne national et passage en revue des troupes de l'armée sud-africaine ont été les temps forts de cette séquence. Dans son premier discours, le président Ramaphosa a indiqué que 25 ans après l'apartheid, l'Afrique du Sud certes, mais qui ne sont pas insurmontables, a-t-il souligné. Il a promis œuvrer pour la relance économique et le développement de son pays. Un développement qui ne se fera pas de façon isolée de celle de l'ensemble de l'Afrique, réaffirmant le rôle que veut jouer son pays sur la scène continentale. Il a exprimé sa gratitude aux chefs d'État, dont le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, qui ont fait le déplacement de Pretoria pour lui exprimer leur solidarité. Cette parade militaire a été l'autre grand moment de cette cérémonie. C'est le mercredi 22 mai que la 6e législature du Parlement sud-africain a élu Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, suite à la victoire de l'ANC, le Congrès national africain, aux élections générales du 8 mai 2019. Et sachez que le Togo et l'Afrique du Sud entretiennent d'excellentes relations de coopération dans plusieurs domaines de développement. Les deux chefs d'État ont une convergence de vues sur plusieurs questions, notamment la transformation économique et la croissance inclusive, la gouvernance publique et la lutte contre la corruption, entre autres. C'est officiel, l'Union internationale de la presse francophone section Togo démarre ses activités avec une mission bien claire, défendre les droits et libertés des journalistes togolais. L'UPF vient de se doter d'un nouveau bureau de 2 ans. Le nouveau bureau vient avec un sang neuf pour insuffler un nouveau dynamisme à l'organisation. Mais comment cela va-t-il se réaliser? Les réponses avec Augustin Kossi. La session togolaise de l'Union internationale de la presse francophone, relancée sous de beaux auspices. Quelques jours après le renouvellement de ses instances dirigeantes, l'organisation des journalistes d'obédience francophone au Togo dévoile son agenda. À cette rencontre d'échange, journalistes et patrons des organisations de presse se sont enquis de la mission, des mécanismes de fonctionnement et des critères d'adhésion à l'UPF et au président de l'Union de situer la corporation de la conduite à tenir. C'est l'organisation reconnue, de presse francophone reconnue par l'ONU, par l'UNESCO, par l'Organisation internationale de la francophonie qu'est l'OIF. Et maintenant que nous avons la section togolaise qui pendant longtemps a été en veilleuse, nous voulons rassembler autant que possible les journalistes togolais autour de la cause commune, c'est-à-dire la francophonie, mais aussi l'intérêt et la défense du métier des journalistes
qu'ils sont. L'avantage de notre association, de cette association, c'est qu'en son sein, on retrouve journalistes et patrons de presse. Et une fois que le patron de presse est membre de cette association, il n'est plus patron de presse, il est membre et journaliste. Nous voulions que pour les prochaines assises qui auront lieu au Cameroun et celle de l'année prochaine en 2020 en Tunisie, que beaucoup de nos confrères togolais puissent y participer. C'est de promouvoir la liberté de la presse, c'est de défendre la liberté de la presse, c'est de promouvoir la langue française qui est notre langue commune. Samedi prochain, tous les journalistes, toute personne qui se dit journaliste est invitée à la première opération que l'UPF Togo lance, c'est l'opération, première édition de l'opération Un journaliste, un arbre. Chaque journaliste togolais va planter un arbre pour la confraternité. Cette opération Un journaliste, un arbre fera l'objet de la toute première activité du nouveau bureau de l'UPF Togo. Il est aussi annoncé une assemblée générale statutaire dans les prochains jours. L'organisation regroupe à son sein plus de 3000 journalistes répartis dans plus de 110 pays francophones dans le monde. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Les cotonculteurs togolais savent désormais ce qu'il faut faire pour accroître la production de l'or blanc pour la prochaine campagne agricole. Ils ont défini les stratégies pour relever ce défi à Kara cette semaine. Qu'est-ce qui a été retenu à la fin de ces assises? Le point avec Nestor Mouzou. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, la Fédération nationale de groupements de producteurs de coton, FNGPC, et d'autres acteurs de la filière en fin de concertation sur la campagne écoulée et sur celle qui se profile à l'horizon. Pour les producteurs, ce qui est sûr, c'est que la campagne 2018-2019 a été meilleure, surtout en termes de revenus. Celle de 2019-2020 qui est en préparation augure aussi des revenus très intéressants. Après avoir fait les calculs, nous avons décidé de retourner 35 francs au kilo vendu de la campagne passée aux producteurs, ce qui veut dire que le prix final du coton graine de la campagne qui vient de terminer quitte de 250 à 285 francs le kilo. C'est un atout jamais réalisé dans notre pays. Et les prix des intrants aussi qui sont revus à la baisse. Toutes ces décisions réunies nous donnent la force d'aller à la base pour sensibiliser nos collègues pour qu'ils puissent élargir leur surface et motiver aussi ceux-là qui avaient abandonné par rapport au prix qui n'était pas rémunérateur, de reprendre la production cotonnière. Sur des prévisions de 127 000 tonnes, la campagne dernière a enregistré une production de 137 000 tonnes, ce qui a dégagé un taux de réalisation de 107%. Cela a permis aux producteurs d'engranger près de 24 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de plus que la campagne 2017-2018. Pour la campagne 2019-2020, les engagements pris par les acteurs situent le minimum à Amlavé à 180 000 hectares pour une production de 150 000 tonnes au minimum. Cette année, le prix initial de début de campagne est de 265 francs. Dans le même temps, les engrais passent de 14 000 à 13 750. Certains produits insecticides ont connu des niveaux de baisse allant même de 10 à 15%. Ce qui dénote quand même que nous nous engageons dans une campagne où les prix initiaux sont améliorés et pendant ce même temps, les prix des intrants et de tous les facteurs qui rentrent dans la production connaissent une baisse. Ce qui est de nature à améliorer le compte d'exploitation du producteur et induire et impacter son engouement et sa motivation. Comme cerise sur gâteau, cette campagne 2019-2020 est placée également sous le signe des récompenses aux meilleurs cotonculteurs et aux meilleurs acteurs. Ça veut dire qu'encore cette année, les cotonculteurs sont invités à appliquer rigoureusement les critères de l'itinéraire technique, les critères d'engagement pour enfin se voir récompensés. C'est dans cette même logique que les lauréats préfectoraux et cantonaux de la campagne 2017-2018 seront récompensés dans les jours qui suivent pour les efforts consentis. Les travaux de cette réunion ont permis aussi de jeter les bases de réflexion sur le fonds de lissage. Ce fonds permettra de faire face à des lendemains difficiles au cas où des facteurs comme les aléas climatiques et les cours du coton venaient à agir sur le revenu des producteurs.
Une jeune organisation engagée dans la lutte contre le changement climatique, Action Jeunes Togo, mobilise et sensibilise les populations sur les effets du dérèglement climatique et comment atténuer le phénomène. Elle était à Pagouda cette semaine pour cet exercice. Le récit de Nestor Mouzo. Le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo a prévu 6 types d'actions. La restauration des sols, la restauration du couvert végétal, la restauration des réserves de l'État, l'appui à la carbonisation, la vulgarisation des foyers et fours améliorés et la promotion du gaz. Le gouvernement a confié toutes ces actions aux organisations de la société civile dont AJT. Action Jeunes Togo se charge de la vulgarisation des foyers et fours améliorés dans les régions centrales, Kara et Savane. C'est dans ce contexte-là que nous avons organisé cette sensibilisation dans la PINA. L'objectif, c'est d'expliquer aux parties prenantes, notamment les populations, quelles sont les actions à mener dans le cadre de ce projet. Nous allons diffuser 40 000 fours et foyers au niveau de la communauté en 3 ans et nous allons reboiser 180 000 plants au cours de ces 3 années. Les fours que nous sommes en train de diffuser actuellement, ces fours à leur prix au niveau sur le marché sont à 6 000 francs. Ils sont à 6 000 francs. Donc la subvention de l'État est à 50%. Donc c'est 3 000 francs. Donc toute la population peut les acheter actuellement à 3 000 francs. Celles qui sont construites directement dans les cuisines des ménages, c'est gratuit. Le nouveau four que nous avons présenté, il économise de 30% la consommation du charbon. Après cette séance de sensibilisation, d'autres vont suivre pour que les populations se rendent compte des dangers du changement climatique pour changer de comportement et prendre l'engagement dans les actions de protection et de restauration du couvert végétal. Et les éco-villages sont aujourd'hui l'une des solutions pour faire face au changement climatique. Le village de Nassiet dans la préfecture de Tandouar sera bientôt transformé en éco-village. La localité fait partie des 5 nouvelles zones retenues pour l'extension de ce projet du gouvernement avec l'appui du PNUD. Nassiet transformé en éco-village, qu'est-ce qui va changer? Les précisions de Désiré Aloyer. Le Togo, résolument tourné vers son émergence, multiplie des actions concrètes dans plusieurs domaines pour contribuer à atteindre les objectifs. Les éco-villages, une action valorisante. L'expérience réussie de Donomadé dans Yoto et d'Andopomé dans la V amène à l'étendre aux autres localités pour amorcer le développement et contribuer à faire face aux défis liés aux effets du changement climatique. Le gouvernement togolais opte pour une meilleure synergie d'action et le bon suivi des activités de développement des éco-villages. Ce projet vise à renforcer les actions de réduction de la pauvreté et celles de réduction et celles de protection de l'environnement. Le projet intervient essentiellement dans le domaine du renforcement des capacités pour une bonne gouvernance à la base. Nous intervenons également dans la maîtrise de l'eau pour fournir l'eau potable aux communautés en milieu rural. Nous fournissons également de l'énergie renouvelable aux communautés. On a installé dans les 2 villages pilotes des mini-centrales solaires pour l'électrification publique et pour la transformation des produits agricoles à travers des plateformes multifonctionnelles solaires. Nous appuyons également l'élevage de petits ruminants, les formations et l'installation des périmètres agroécologiques intégrant la pisciculture, l'apiculture et également il y a un volet qui concerne l'extension du couvert végétal à travers les activités de reboisement. Le comité technique d'appui et de suivi au niveau régional des savanes est mis en place. Ce comité a pour mission de faire le suivi, donner des orientations et appuyer techniquement la mise en œuvre du projet dans les sites qui sont retenus. Le comité est composé des membres des ministères concernés par le projet, à savoir le ministère de l'Environnement, le ministère du Développement à la base, le ministère des Actions sociales, l'université, le ministère de l'Énergie et tous les autres ministères qui sont impliqués dans les questions de développement durable. Il y a également des représentants des ONG
qui sont dans les régions et qui travaillent dans le domaine de l'environnement et de réduction de la pauvreté. Au niveau de la région des Savanes, le programme Éco-Village est désormais bien appréhendé et le plan d'action planifié. L'initiative de Nassiette dans les Savanes, fort des expériences d'Andokome et de Donomadé, va induire les changements transformationnels dans le milieu, ce qui va lancer la localité sur la voie du développement, l'atteinte des ODD. Outre Nassiette, les villages de Zanvé, Plouchomé, Doufouli, Amondé respectivement dans les lacs, Hao, Blita et Bina constituent l'extension du projet avec le soutien du PNUD et s'alignent sur la priorité nationale du PND. Et des villes résilientes, des bâtiments modernes, cela passe aujourd'hui par l'utilisation des matériaux locaux. Les techniques de construction en terre dure ont été enseignées aux architectes, ingénieurs en génie civil venus du Bénin. Ils ont acquis cette expérience durant 6 semaines à Lomé. Mais pour quelle valeur ajoutée? Sergine Raimondo et Fime Adjinari. Et d'ici 2030, construire près de 90 000 logements par jour pour répondre aux besoins de 3 milliards de personnes dans le monde, d'après les statistiques établies par le Programme des Nations Unies d'habitation. Un défi qui reste à relever, d'où la session de formation de 6 semaines qui a pris fin ce vendredi et a permis aux architectes, ingénieurs et techniciens supérieurs de génie civil béninois d'être initiés à de nouvelles techniques de construction en bâtiment basés sur les matériaux locaux. On est forcément satisfait de la formation puisque déjà là-bas nous sommes tous des professionnels et nous travaillons déjà. Donc ce n'est pas une formation d'entrée, mais c'est des formations complémentaires. Et c'est un peu plus spécifique parce qu'on parle de la terre, un matériau écologique, matériaux d'avenir, de confort. On est à l'ère des matériaux locaux, on est à l'ère de l'écologie, on est à l'ère de la construction durable, ainsi de suite. Donc c'est des matériaux qui offrent un confort quand nous allons rentrer chez nous. Les projets attendent. Le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche s'est félicité de cette initiative qui vient renforcer les compétences des professionnels en bâtiment. Cette initiative du PDM de former les jeunes professionnels vient à point nommé dans la mesure où elle englobe les principes défendus par la préservation de l'environnement à travers l'utilisation des matériaux locaux. Par ailleurs, les activités impliquent une relation forte entre le milieu et l'habitat pour construire les infrastructures en parfaite harmonie avec le contexte économique et social. Je voudrais saluer l'engagement des apprenants et attirer leur attention sur le rôle nouveau qu'ils doivent désormais jouer dans l'aménagement des espaces intégrant tous les matériaux locaux, notamment les BTC, toutes les sensibilités écologiques et la durabilité de nos espaces de vie. Des attestations ont été remises à ces professionnels de génie civil qui leur ouvrent davantage sur le marché moderne de bâtiments à moindre coût à l'usage de matériaux locaux. Politique, ils se mobilisent déjà pour les élections locales du 30 juin. Militants et sympathisants du Parti Unir section Aflaou-Gakli veulent peser lourd, mais en attendant, ils maîtrisent les enjeux et l'importance des élections municipales. Ils se sont retrouvés cet après-midi pour définir des dispositions à prendre sur le terrain. Dodo Aré. Bientôt, les collectivités locales du Togo vont acquérir leur autonomie de fonctionnement et de gestion. Les élections s'annoncent donc à grands pas et les responsables du Parti Unir de la session d'Aflaou-Gakli sollicitent l'implication active de leurs militants et sympathisants pour remporter haut les mains ces échéances électorales. Tous sont appelés à prendre conscience de l'importance de leur rôle dans la réussite de ce processus de décentralisation. Ce soir, nous avons réuni tous les comités de base de notre grande commune d'Aflaou-Gakli pour tout d'abord les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, députés
lors des législatives de 2018 et de nous rencontrer pour échanger. Et vous savez que nous avons des élections locales en vue et nous avons voulu les sensibiliser sur ce point. Qu'est-ce qu'une élection locale et comment aborder ces élections locales-là qui n'ont plus lieu dans notre pays depuis à peu près une trentaine d'années. Et avec nos candidats dans notre commune d'Aflao-Gakli, mais aussi dans le Grand Lomé, nous allons tous travailler ensemble pour que nous puissions gagner le plus de conseils municipaux. Je profite déjà pour remercier les femmes unir, les femmes du mouvement qui n'ont cessé depuis la création du mouvement de s'investir, non seulement pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs maris, mais pour le Togo tout entier. Et j'en profite pour dire à ces femmes, à ces mamans, une bonne fête des mères. Le président de la délégation spéciale des préfectures du Golfe et d'Aguenivé a pris soin d'expliquer aux militants et aux différents comités de base les enjeux liés à ces élections et la nécessité pour le parti UNIR d'être au premier rang dans toutes les circonscriptions électorales. Les potentiels candidats aux élections locales du 30 juin prochain sont présentés à l'assistance. Et la bonne gestion des communes, ça passe par l'assainissement, l'entretien des quartiers, l'environnement immédiat. Les femmes du marché à Didogomé à Sieyé savent aujourd'hui qu'il faut bien entretenir le marché pour pérenniser les infrastructures. C'est le mouvement des femmes UNIR qui leur a apporté ce message de conscientisation. Comment ces femmes ont-elles accueillir le message? Hamdan Bassina. La préservation de l'environnement est une question qui préoccupe le mouvement des femmes pour unir. Ici au marché à Sieyé à Didogomé, il est aux côtés d'un des cadres du milieu pour offrir des poubelles aux revendeurs et revendeuses de ce marché. Une action citoyenne pour inciter ces hommes et femmes à des comportements civiques. On doit vivre dans des lieux sains et on a vu que le marché était rempli de détritus. Donc il y a un de nos frères qui a accepté de faire un geste envers ces femmes-là et en même temps on en a profité pour venir leur souhaiter une bonne fête des mères. Et nous avons voulu en ce jour où nous sommes venus les voir, les encourager et elles ont saisi cette occasion pour nous faire part de quelques difficultés qu'elles rencontrent. Étant donné que ces bonnes femmes du marché ayant pour devise le marché c'est notre bureau et que le bureau c'est leur marché, il était question de les sensibiliser bien sûr sur l'importance de la salubrité, de la propriété de leur marché, donc en leur offrant des paniers et leur faire savoir que dorénavant il est souhaitable et au lieu de les jeter par terre, les mettre dans les sacs, dans les paniers à poubelle. Cette même délégation est allée au chevet des sinistrés du quartier Avatame dans le canton de Sagbado. Un geste de proximité pour constater de visu les dégâts des dernières pluies dans cette zone. La délégation a promis de remonter l'information pour que des actions concrètes soient menées afin de soulager les sinistrés. Et les femmes doivent prendre aussi soin de leur santé pour éviter certains maux comme le cancer du sein, un véritable problème de santé publique. L'association Action pour la promotion et l'épanouissement de la femme APEF joue sa partition sur le terrain en matière de sensibilisation. Elle est soutenue dans cette démarche par le ministère en charge de la promotion de la femme. Certaines femmes connaissent déjà les facteurs de risque de la maladie. Elia Gbanyandao et Ferdinand Diassoa. Au Togo, près de 2800 femmes meurent chaque année du cancer du sein dans l'ignorance selon les statistiques du laboratoire d'anatomie-pathologie du CHU Sylvanus Olympio. L'association Action pour la promotion et l'épanouissement de la femme vient pour amener les femmes à cerner l'importance de se faire dépister. Et ce, gratuitement, afin de prévenir cette maladie. Le cancer du sein est une maladie silencieuse. Il faut surveiller son alimentation. Il faut donc manger sainement, beaucoup de fruits et de légumes. Il faut également ne pas être inactif, il faut donc faire du sport. Il faut également éviter la fumée, la cigarette ou la fumée secondaire. Il faut les éviter. Il faut éviter le stress. Le dépistage aide à détecter le cancer de façon précoce
et reste le meilleur moyen de limiter les conséquences néfastes de la maladie. Chaque année, nous essayons de rassembler les femmes, de les valoriser et surtout les entretenir sur un thème de maladie donné, leur parler, leur sensibiliser sur le cancer du sein. Le cancer du sein, et nous avons invité l'ONG Femmes sans cancer, donc pour nous aider à mieux comprendre comment gérer le cancer. Créée en 2012, l'association Action pour la promotion et l'épanouissement de la femme a pour but de défendre les droits de la femme et de la jeune fille. Elle œuvre également pour l'entrepreneuriat féminin. Le projet Le Cri de mon silence du collectif des artistes pour un Togo uni a été lancé vendredi dernier au centre communautaire de Toko à Lomé. C'est une exhortation à l'endroit des artistes et journalistes de sensibiliser la population et vulgariser les talents des personnes à motricité réduite. Yasmine Kodia. La joie de vivre des personnes à motricité réduite devient une préoccupation du collectif des artistes pour un Togo uni, CATU. À travers la deuxième édition du projet Le Cri de mon silence, le CATU et ses partenaires donnent une visibilité au talent des personnes à motricité réduite. Eli Klimi fait ses preuves. Le projet Le Cri de mon silence est un canal utilisé pour une sensibilisation permanente de la population sur le sujet et l'implication de plusieurs acteurs. Le cri de mon silence parce que c'est un peu profond. Parce que j'ai constaté que les personnes handicapées sont marginalisées, maltraitées. Donc je me mets à leur place où ils peuvent se sentir lésés, meurtris, mais ils ne peuvent pas le dire. D'où le cri de mon silence. C'est-à-dire, ils souffrent à l'intérieur, mais ils ne parlent pas. Tout le monde a les moyens. Même si je vais, je lui parle. Si je vais, je le touche. Je lui montre mon amour. Ce sont des moyens aussi. Le collectif des artistes CATU ont plusieurs cordes à leur art, notamment le théâtre, la danse et l'humour au service de la cause sociale. La fédération de ces artistes en 2017 a déjà fait ses preuves dans les préfectures de Hao et du Golfe. Le CATU utilise l'art en vue de mettre de l'équilibre dans la société. Nous menons des actions, même dans La République du Cameroun a commémoré le 47e anniversaire de son unité nationale le 20 mai dernier. Au Togo, l'événement a été marqué ce samedi à Lomé par une fête de retrouvailles qui a rassemblé la diaspora camerounaise au Togo. Organisée par la communauté camerounaise au Togo, cet événement a été couplé de la présentation du tout premier consulat honoraire du Cameroun au Togo, Sergine Raimondo et Sonia Menyiko. L'hymne national camerounais chanté ici par les ressortissants du Cameroun résidant au Togo, symbole d'un Cameroun uni et indivisible malgré ses différences culturelles et ethniques. Cette célébration marque le 47e anniversaire de l'unification des deux Camerouns anglophones et francophones. Un moment non seulement de partage et de communion entre les fils et les filles, mais aussi de repenser le développement de ce pays. La fête nationale, celle où nous célébrons l'unité de tous les Camerounais. Et elle revêt un caractère très particulier cette année quand on sait que nous avons énormément de problèmes qui touchent à l'unité nationale en terre camerounaise. Et donc ici dans notre pays d'accueil, comme nous sommes unis, nous mettons un point d'honneur à le mettre en avant, un titre d'exemple pour nos frères qui sont restés au Cameroun pour qu'ils comprennent que l'unité est très importante. La célébration de cette fête nationale
cérémonial est également couplé de la présentation officielle du premier consul honoraire du Cameroun au Togo, Anatole Ndié Onana. Le Cameroun est un pays qui a beaucoup de régions, d'ethnies, mais malgré toutes ces ethnies, toutes ces régions, nous formons une même personne. Le rôle du consul, c'est de maintenir cette cohésion, maintenir le vivre ensemble et enseigner aux gens qui vivent ensemble quelque chose d'important pour qu'un pays comme le Cameroun puisse se développer. La communauté camerounaise est très active au Togo. Voilà pourquoi le consul entend œuvrer davantage pour favoriser sa cohabitation avec le peuple togolais d'une part et d'autre part renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Occasion également pour l'assistance de visiter les locaux du consulat. Et puis, notez ce rendez-vous du slam du 4 au 7 juillet prochain à Lomé. Les slameurs de plusieurs pays d'Afrique seront au Togo pour vulgariser l'importance de l'art oratoire à travers un thème axé sur l'environnement. C'est un festival dénommé Demain il fera beau qui va rassembler plusieurs acteurs du monde culturel. L'événement a été porté à la connaissance des professionnels des médias cette semaine. Dodo Arey y était pour le compte de la télévision togolaise. En voie de disparition. Nous avons péché contre toi, oh tes émotions. Nous voulons faire usage de notre ménage, un peu de réflexion. Ce n'est qu'un avant-goût du festival Demain il fera beau. Ces artistes slameurs de la sous-région ouest-africaine promettent de la créativité, des slams flamboyants pour divertir le public togolais et l'amener à cerner la nécessité de préserver l'écosystème africain pour les générations à venir. Bon, ma motivation, c'est juste de trouver une plateforme pour faire mon art, une plateforme pour m'exprimer, une plateforme où la majorité de mes frères qui n'ont pas la chance de monter sur beaucoup de scènes pourront avoir la chance de monter sur scène et de démontrer leur capacité, leur performance et leur force en termes de création artistique, en termes de création culturelle. Et pour cette édition, nous avons choisi quel environnement durable pour la génération future, parce qu'on s'est dit, si nous changeons un peu de comportement, de manière de vivre, nous pourrons nous protéger nous-mêmes et protéger nos générations, nos futurs. Autre objectif de ce festival, favoriser une cohésion entre ces artistes slameurs, leur permettre de partager leur savoir-faire, les inciter à participer aux actions de développement de leur pays. L'un des objectifs de ce festival, c'est d'aller à l'aide à ces enfants démunis, à ces enfants qui n'ont pas les moyens, surtout d'aller à l'école, de fréquenter, de les aider à chaque rentrée en leur offrant des fournitures scolaires, de les encourager surtout à ne pas baisser les bras. Le festival Demain il fera beau, c'est également des formations et des ateliers d'échange sur l'évolution du slam en Afrique et les difficultés rencontrées dans l'exercice de cet art. Une foire sera également ouverte pour offrir plus de divertissement à la population. Et pour refermer cette édition, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle aux partis politiques, au regroupement de partis politiques légalement constitués et aux groupes de candidats indépendants que la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections des conseillers municipaux est prévue pour le lundi 27 mai 2019 à minuit. Des formulaires de déclaration individuelle de candidature et des formulaires de transmission de candidature restent disponibles au siège des CELI où les permanences sont assurées ce week-end de 7h à 17h30 et le lundi de 7h à minuit pour les dépôts de dossiers. Pour toute information complémentaire, s'adresser au secrétariat de la CELI de votre ressort communal. Et ceci met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.